sur ma personne, la plupart qui sont dans la salle me connaissent. Donc, acte-toi, action océan Indien, mais acte-toi, à toi d'agir. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle le développeur de talent. Donc, moi, je pars du principe, dans mon métier de coaching, d'accompagnement, mon rôle, c'est d'identifier ce qu'on a de précieux en nous pour aider à le développer. Donc, c'est une approche qui se veut bienveillante. Et donc, je fais ça maintenant depuis 5 ans. Donc, aujourd'hui, acte-toi, un mouvement vers le haut, un point rouge où ça se passe ou pas. Ça dépend surtout de l'autre. Moi, j'induis le mouvement, je mets le cadre, je donne des idées. Après, le saisir, ça, c'est de votre côté. Donc, du coup, Franziska Gudabauer, donc ça, c'est la côté allemande. J'ai une double qualification donc, sur l'HEC par rapport à l'executive coaching où j'accompagne donc, les décideurs dans la conduite de changement de l'entreprise. Et j'ai une qualification depuis mars en coaching systémique en Allemagne qui me permet aussi aujourd'hui d'approcher donc, le coaching d'organisation parce qu'on va plus loin. On ne coach pas seulement les dirigeants dans la conduite de changement, mais on embarque tout le système. Donc l'idée aujourd'hui est de vous parler de relations avec les humains, donc les fameux RH. C'est une conférence RH. Mais été donnée par le MEDEF et je remercie donc beaucoup Didier qui voulait venir, mais là aussi les éléments retenus parce qu'il a quitté Saint-Pierre il y a 1h30 et après il a abandonné, il est retourné. Donc c'est moi qui vous accueille ici dans le cadre de l'IAE pour la 6e conférence de la conférence RH organisée par Florence Klein qui est encore dehors en train d'attendre les autres qui vont peut-être venir et qui donne l'opportunité au monde de MEDEF de partager différentes idées qui se veulent effectivement réfléchissant sans avoir aucune certitude sur des vérités. Au contraire, c'est un échange qu'on a envie de créer avec vous, avec l'idée, après, à 18h30, de partager un verre ensemble pour en discuter. Et pendant tout le long de mon exposé, je vous invite à réagir. Je vais vous poser plein de questions pour que vous répondez aussi à ces réflexions et vous me donnez vos idées là-dessus. On parle donc RH, on parle leadership. Et il y a un peu cette idée de leadership héroïque. Je vous ai remis un dessin de Napoléon sur donc la bataille de Friedland, qui était une des plus grands succès de son règne. Donc la posture du chef entreprise, empereur, général, qui a donc ses officiers et ses soldats qui œuvrent pour lui, c'est une image du leadership qui est un peu révolue et qui est aujourd'hui quand même plutôt difficile à mettre en œuvre. Donc, nous challengeons cette posture de quel est mon point de vue comme dirigeant, comme chef d'entreprise, comme manager pour mener mes équipes, pour justement, une côté, les cadrer et l'autre côté, la donner envie. Et on parle donc motivation et cadrage. Et quand on a choisi donc, le thème pour cette conférence avec Florence, on était en vraie discussion. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va effrayer les gens? Parce que le cadrage, c'est quand même un mot qui est plutôt dur. Donc ma première question que moi j'avais discuté avec elle, c'est mais qu'est-ce que les gens ont besoin? Et vous savez que le MEDEF a toute une démarche pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous attendez de ce type de conférence, quels sont les sujets qui vous intéressent. Et donc pour commencer cette conférence, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous attendez de ce thème, motivation et cadrage. Donc réfléchissez un instant et moi je vais noter vos idées pour qu'on va un peu plus dans la profondeur. L'adaptation nous ramène pareil sur la flexibilité, à quel point je vais être flexible et adaptable et à quel point eux aussi sont peut-être un cadre à accepter et garder là-dedans la motivation. Quel est mon rôle? Quel est le rôle que je dois remplir et comment le remplir pour que ça corresponde? Et là, on est sur un triangulaire qu'on va aborder tout à l'heure. Il y a ma personne, comment je suis, comment est mon vis-à-vis pour qu'on puisse se parler. Mais tout ça se passe dans un contexte et donc on est dans un triangulaire. Au moment où vous avez 3 éléments, la complexité est effectivement au rendez-vous. Si vous espérez que je vous donne des certitudes, vous êtes venus pour rien parce qu'il n'y en a pas de bon, de mauvais, il n'y a pas de vrai ou de faux. Justement, on va se promener dans une zone qui est assez grise. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est interroger ses croyances, et on reviendra là-dessus, parce que c'est comme ça ou peut-être différemment. Donc, très bon lien, on parlera de ça. Monsieur. Là, vous abordez quelque chose qui est très beau aussi, c'est l'ouverture d'esprit. À quel point, effectivement, je peux m'interroger sur quelque chose qui est ancré, qui fait partie de mes croyances, et à quel point je peux le changer. Quand vous dites « je ne peux plus faire comme ça », peut-être, peut-être pas.
quel est l'intérêt de faire différemment et quel avantage que j'emporte. Et là, on revient sur la motivation. On va voir qu'est-ce que c'est la motivation. Pour parler donc de comment conjuguer les besoins et les attentes entre le cadrage et la motivation, le premier mot que je vous mets un peu dans la figure, c'est l'émergence. L'émergence, ça vient donc de la systémique. La systémique est une approche de dire les choses sont imbriquées et quand je tourne ici, ça vibre là. Et comme nous ne sommes pas seuls sur Terre, mais comme on est dans des environnements, dans des situations complexes, l'émergence, c'est un terme qui définit simplement que l'ensemble est plus grand que les éléments qui composent cet ensemble. Donc la définition de l'émergence, c'est que l'ensemble est plus grand que les éléments qui le composent. Donc là, je voulais illustrer avec des oiseaux. Si vous pouvez imaginer que ce soit des humains, effectivement, 1 plus 1 en relation humaine n'est pas 2, mais c'est 3, parce que c'est vous et moi, et les liens qu'on arrive à créer ou pas. Et donc l'émergence, c'est justement cette matière difficilement attrapable. Et les RH, pendant longtemps, étaient donc des matières dites soft, contraire à des matières plus dures, comme l'analyse, comme la finance, comme le marketing, même c'est là aussi on peut discuter si c'est soft ou ferme. La difficulté des ressources humaines est que ce n'est pas si facile à attraper. The damned human factor, disent les Américains, hein, c'est cet aspect compliqué que l'homme n'est pas si prévisible et qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément visibles. Mais ça ne se passe pas que sur les humains, cette émergence. Même dans la physique, on a pu observer qu'effectivement, les éléments composés vont créer quelque chose qui est plus grand que la simple addition. Donc là, on renvoie sur ce qu'est l'intelligence collective. Et on voit que quand on réfléchit à deux, déjà sur un sujet, on sort beaucoup d'autres choses que la simple addition de nos idées. Vous imaginez à 3, 4, 5, 6. Et le plus vous conjuguez les différences des uns et des autres, le plus votre résultat peut être émergent, donc en grandissant. N'ayez pas peur, c'est juste au début où on va être un peu théorique. Une définition simple, hein, qui est donc de dire c'est pas nécessaire, mais c'est pas impossible. Et donc quand on fait une conférence, on a l'habitude de citer donc des grands esprits. Donc je suis allée chercher loin pour cette phrase-là. Et donc il y a Gandhi qui a dit quelque chose de formidable. Effectivement, il n'est pas nécessaire d'atteindre la lumière de l'autre pour qu'on prenne la nôtre. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas nécessaire et qui par contre pas impossible. On renvoie là sur les idées impossibles possibles. Quand tout à l'heure je vous disais peut-être, peut-être pas, dès que vous êtes en certitude dans votre métier, dans l'accompagnement humain, que ce soit en interne par rapport à vos collaborateurs, mais c'est la même chose avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec toutes les relations autour de vous, il est intéressant de maintenir le doute, de dire ce qui n'est pas possible, peut-être c'est possible quand même. Il y a des grands professeurs qui ont fait des recherches là-dessus, et il y a une vraie théorie en tous les impossibles possibles. Il se base entre autres sur Pearl Harbor, qui était impossible parce que tous les Américains et tous les renseignements secrets ont été convaincus que jamais les États-Unis vont se faire attaquer. Et pourtant, Pearl Harbor a eu lieu, ils étaient prévenus et pourtant personne n'a fait attention pour éviter ça. Le deuxième exemple qu'il cite, c'est donc le Trump Tower, c'était avant je crois. Sur le Trump Tower, c'est pareil, sur l'attaque, il y avait des informations, c'était tellement gros, c'était tellement impossible que personne n'a cru que ça va y arriver. Et le troisième, c'est un professeur américain qui cite ça, c'est l'élection pour rentrer en deuxième tour de Le Pen en France. Donc pour vous dire que les Américains à l'époque étaient aussi choqués que nous, que l'extrême droite, et ça date il y a maintenant plus de je ne sais pas combien d'années, a pu avoir lieu, alors que là les sondages l'avaient prévu et personne n'avait imaginé et pourtant c'est arrivé. Donc Monsieur Le Pen, je parle de cette élection il y a 15 ans. Donc les impossibles possibles sont des choses qu'on devait avoir en tête. Dans la théorie, ils sont plutôt sur les choses complexes et difficiles. Moi, je vous invite à le renverser. Et donc, je cite un autre grand référent dans mon domaine. J'ai 3 garçons et donc Bart fait partie, c'est Homer, le papa des Simpsons, qui est entre le yes et le non, entre le oui et le non, entre le diable et l'ange qui est là. Donc cette bipolarité qui nous habite tous, entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais, d'introduire la notion justement du gris, du maybe, et peut-être, peut-être pas, d'avoir un nuancé pour voir un peu plus loin. Et maintenant, on va rentrer donc sur le vif du sujet avec 2 animaux
que moi j'utilise pour illustrer une idée qui nous permet de passer ce qu'on appelle le management de niveau 1 à un management de niveau 2. Le management de niveau 1, ça pourrait être quoi selon vous? C'est Animer, animation. Animer, oui. Entraîner. Entraîner. Diriger. Diriger. Pardon? Atteindre. Fédérer. Définir quelque chose, oui. Manager, pour ceux qui sont penchés théoriquement sur le sujet, il y a deux missions. La première, c'est atteindre le budget. Si vous managez, vous devez livrer, vous devez produire, vous devez rendre les chiffres. Si vous êtes manager, vous n'êtes pas dans votre budget, ça ne va pas le faire longtemps. N'est-ce pas? Donc la première mission, et le gars, ouais, effectivement, il faut produire. Il faut être dans le cadre de ce qui est défini, soit par vous-même parce que vous êtes le chef de l'entreprise, soit par votre banquier, soit par votre actionnaire, soit par l'environnement, mais il y a une obligation de résultat. Il y a une deuxième grande mission que vous venez de nommer aussi, qui est l'instrument pour y arriver, c'est faire grandir les hommes que vous managez dans vos équipes pour qu'ils puissent remplir cette mission-là. Et donc deux missions. Une, c'est atteindre les objectifs et faire grandir les hommes de vos équipes. Donc ça, c'est le management de ce qu'on pourrait dire un niveau 1. Moi, je l'ai illustré là avec un camarade de mon jardin qui... donc la version réunionnaise du frosch, en allemand. Frosch, c'est un grenouille. Donc un reptile qui est plutôt sur terre, qui est adapté dans son contexte, qui ne voit pas très haut. Je vous accorde, le mignon quand même vachement plus beau qu'un grenouille. Mais la grenouille a aussi un côté beauté, donc celle-là, elle est particulièrement jolie. Il s'adapte, il est fragile, il est relativement long, il est ciblé, il est efficace dans son résultat. Mais il a une vue qui est à hauteur de son bout de nez. Parfois, je cite aussi le tong. Hein? Quand vous êtes comme un tong, vous voyez les choses un peu en hauteur du gazon. Ça, c'est un niveau de management 1. L'idée de ce que j'essaie de vous véhiculer aujourd'hui pour vous aider de ouvrir le regard et faire ce qu'on appelle un peu de stretching mental, c'est de vous lever à un niveau supérieur pour regarder ce qui se passe en posture de paille en queue. Ça veut dire d'avoir cette helicopter view sur ce qui est en train de se manier autour de vous pour voir ce que vous observez de l'observation. Ça a l'air complexe au début, mais vous allez voir, c'est assez simple. Et c'est intéressant de s'extraire de la situation. Ce qui est le métier aussi de coach, qui regarde les choses avec un regard extérieur sur ce qui se passe à l'intérieur. Et vous êtes tous tout à fait capables de le faire pour justement gagner en distance et donc du coup en réactivité qui va être plus réfléchie et moins émotionnelle que ceux qui en est complètement dedans avec un regard jusqu'à ici. Qu'est-ce que c'est ça? Un cadre, merci. Donc, on va parler cadrage. Quand on parle de cadrage, un petit exercice de réflexion pour ceux qui le connaissent, gardez-le pour l'instant pour vous. L'idée, c'est que vous jouez avec moi à relier ces 9 points avec 4 lignes sans lever la main. Ça veut dire que c'est un seul trait en 4 façons. Donc, vous ne lâchez pas, vous avez 4 bâtons pour relier les 9 points. Il faut sortir du cadre. Comment on peut faire pour relier en sortant du cadre? Je commence où? Je commence ici. Je relie le premier. Mais je ne m'arrête pas là. Je vais plus loin. Je vais jusqu'à là. Je relie ça. Je vais plus loin jusqu'à là. 2, 3 et 4. Et votre cerveau, je vous ai montré un cadre. Je vous mets 9 points. Et votre cerveau, vous le garde dans ces 9 points. Et pour sortir de ce cadre-là, c'est très, très difficile intellectuellement. Moi, je travaille beaucoup avec les neurosciences. Donc, je fais une certification en psychologie positive aux États-Unis. On est aujourd'hui conscient qu'au niveau des neurosciences, votre cerveau vous joue des tours. Et ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui est la réalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réalité, et l'image que vous vous faites est la réalité. Et donc, ça, c'est très important quand on observe et quand on est sûr, quand on croit que c'est comme ça. Mais effectivement, que nenni, ce n'est pas comme ça. Il se peut que c'est bien différent. Pour illustrer ça, je mets quelques exemples que je voulais vous partager. Donc, pour jouer un peu plus loin, donc là, je vous montre une image et je vous demande de réfléchir que ce que vous voyez, gardez-le pour vous et après, on en discute. Un canard et un lapin. Alors, vous avez ici l'œil de canard, d'accord, avec le bec du canard et son tête ailleurs. Maintenant, si vous l'inversez, effectivement, vous voyez autant un lapin qu'un canard.
Donc, une fois que vous l'avez compris, votre cerveau ne peut plus faire abstraction. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Déjà, dans la Bible, je crois que c'est dans l'Apocalypse, tu ne peux pas refermer une porte qui était ouverte. Une fois qu'on a vu, on a vu. Une fois qu'on a compris, on ne peut pas faire marche arrière. Mais tant qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu. Et quand vous êtes avec vos collaborateurs, quand vous êtes dans l'entreprise, quand vous êtes avec de l'humain, parfois c'est tellement clair et vous l'avez tellement vu parce que c'est comme un poteau dans l'œil, mais l'autre, il ne le voit pas. Lui, on ne voulait pas. Vous êtes pareil, hein? Vous le voyez d'autres, hein? Qui voit un grenouille? Alors, pour voir la grenouille, il faut le tourner. Donc, ce n'est pas seulement mon regard que je porte sur les choses, mais c'est aussi une question de point de vue. Mon point de vue ne peut pas être le vôtre. Et parfois, effectivement, il est intéressant de se le tourner pour voir les choses différemment. Moi, je suis ici en haut, je vois autre chose que ce que vous voyez en bas. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez toujours que l'image de miroir de vous-même. Quand vous prenez une photo d'identité, vous voyez ce que les autres voient de vous. C'est très différent. Quand vous vous amusez à l'ordinateur de le renverser, vous êtes beaucoup plus familier à votre image miroitée qu'à l'image que les autres voient de vous. Et les deux peuvent avoir des expressions très différentes. Et même si vous mettez ici à côté de moi, la chance que nous voyons tous les deux la même chose est très limitée parce que nous avons différents regards sur les choses, nous avons différentes lunettes, nous avons différentes perceptions, éducation, histoire, âge, sexe, religion, grandi, vécu, etc. Donc nous ne voyons pas la même chose. Retenez ça. Souvent, on est un peu convaincu que ma vision du monde est la bonne. Ce sera tellement pratique et tellement agréable, mais ce n'est pas forcément le cas. J'ai une petite dernière pour vous. Quelle est la couleur de cette barre-là? Elle est grise dégradée. Tout le monde voit une barre qui est plutôt claire ici, d'accord? Et plutôt foncée ici. Vous êtes d'accord avec moi? Je prétends que cette barre, elle est unie. Vous ne me croyez pas? Moi aussi, je n'ai pas cru. J'ai découpé et on voit déjà que ça se part un peu. Si j'enlève le bas, pour l'instant, on a encore un dégradé. C'est la même barre, c'est la même slide, je l'ai juste découpée. Vous voyez, elle devient unie. Donc du coup, c'est la question du contexte. Vous l'avez tout à l'heure remarqué, qu'il est important de prendre l'univers et le système autour en considération de ce qui se passe. Si vous ne prenez pas en considération, effectivement, vous passez à côté des choses qui apparaissent différemment. D'où le doute qui est si intéressant. Et je vous invite à douter autant que possible. Pas que vous ne devez pas avoir des convictions. Bien sûr, il faut un backbone, il faut une colonne vertébrale. Il faut que vous vous tenez droite avec vos convictions, avec vos valeurs, avec ce que vous habite. Mais s'il vous plaît, gardez l'agilité de bouger dans les différentes perspectives qu'on peut avoir avec les choses. Donc si on revient sur le rôle de leadership, quel est mon rôle, si je reviens sur vos demandes de tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez? Comment on peut aujourd'hui accompagner ses collaborateurs et quel est le rôle? On est vraiment revenu sur cette idée d'être dans le pouvoir sur les gens. Aujourd'hui, la pyramide qu'on a dessinée pendant longtemps dans les organigrammes avec le patron en haut qui décline sa stratégie vers le bas, aujourd'hui, les esprits modernes le renversent pour mettre donc plutôt un triangle dans ce sens-là, pour partir du principe d'avoir quelque chose qui tient. Okay? Être the servant of the structure, être le servant de votre structure, être au service de votre structure, donc on revient sur le cadrage, au service de vos collaborateurs, au service de ce qui se passe pour les tiens. Très différent. Donc au lieu d'être dans un pouvoir sûr, j'impose mon point de vue, je dis comment ça doit se passer. Je cadre en imposant mon point de vue, passer un cadrage comme un contenant, quelque chose qui tient, comme ça, pour être là, pour impulser, pour être dans le pouvoir pour la chose, pour la structure, pour le résultat et pour les hommes. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que tout le monde comprenne la consigne? Établir des règles. Cadrer, c'est définir le cadre, définir le champ d'action dans lequel ça doit se passer. Définir les limites, définir la ligne rouge qui n'est pas dépassée. Qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Donc ces règles, vous avez un intérêt de les, une côté, élaborer avec les gens pour avoir leur avis dessus, pour qu'ils adhèrent, pour qu'ils sachent où est la ligne rouge qui n'est pas à dépasser, pour définir ensemble avec eux quel est le bac de sable dans lequel ils peuvent jouer, pour avoir la liberté justement pour jouer, pour être là-dedans libre.
Et ce cadrage-là a une approche quand même très différente que je te marque à la culotte et je te veille et je te cadre et je te fais un entretien disciplinaire. C'est simplement de dire, je définis c'est quoi le cadre dans lequel je veux que tu te promènes. Quand tu es dedans, tout va bien. Et quand tu es dehors, effectivement, on n'est pas OK. Et je te dis même ce qui va se passer quand on est en dehors de cette cadre-là. Donc la communication revient à fixer des règles. Et quand on est cadre, justement, on est là pour définir le cadre, d'avoir un cadrage autour du sujet. Quand je vous dis il faut le tenir, qu'est-ce que ça peut être en cadrage? Comment vous pouvez tenir vos collaborateurs de façon bienveillante mais exigeante? De les accompagner, de les prendre avec votre présence, d'être là. Ça aussi, dans mes discussions avec les décideurs avec lesquels je travaille, ils voient bien que leur rôle, c'est d'être courageux et d'indiquer le cap et être visionnaire et d'avoir les valeurs, tout ça, mais d'être avec, d'avoir une présence à côté des gens. Pas pour les tirer, mais pour être présent à des moments spécifiques. D'être là dans le cheminement de ce cadre-là, de rappeler ça et d'avoir effectivement une suivi et une présence auprès de eux est quelque chose qui aide au niveau du cadrage. Et aussi un dernier qui me semble important dans les règles, donc il y a la communication et les règles, il y a l'accompagnement. Au-delà de les accompagner, il y a aussi l'idée de leur rendre quelque chose. Donc, il y a le fameux mot de feedback, je vous en propose un nouveau, qui est donc le feed forward. Le feedback, c'est je te retourne quelque chose. Le feed forward, je ne vais plus là, parce que ce que je te retourne, je l'emballe de la façon que ça devient un cadeau pour que tu puisses l'entendre et que tu puisses le prendre pour faire mieux la prochaine fois. Et le feed forward, c'est avoir une approche constructive envers quelque chose que je fais déjà, bien, pas bien, mais sur lequel j'ai des pistes pour faire mieux. Et relever donc les axes de progrès permet à votre collaborateur de savoir qu'est-ce que vous attendez de lui. Donc le cadrage prend une notion qui n'est pas dans quelque chose négatif, mais quelque chose qui est accompagnement et qui est bienveillant. Le mot de bienveillance, je suis désolée de vous le dire, moi je l'ai découvert en 2007. J'en ai travaillé pendant 20 ans déjà. Donc il y avait plein de choses bien que j'ai vécues jusqu'à là, mais la bienveillance, je dis, attendez, on était dans du crédit, on était dans le pétrole, on était dans la téléphonie, la bienveillance, ce n'était pas tout de suite la première chose qu'on avait en tête. Et pourtant, les succès que je peux emporter dans ma carrière de management, c'est parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, je peux prendre en considération l'humain. Je vous ai mis encore une bête dans mon jardin. Voilà. Donc l'idée de la main tendue, la main ouverte, mais la main comme un récipient, comme quelque chose qui tient, qui porte, qui est là pour le pouvoir de l'autre, avec donc l'idée derrière que le cadrage, c'est donc des grandes lignes qui fixent des orientations, on en a parlé tout à l'heure, c'est quoi le cadrage, établir le cadre pour justement accompagner, pour être là pour suivre, pour avoir une présence, être là, être fiable, être juste et égalitaire, établir des règles, les faire accepter et respecter. Là aussi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui aujourd'hui n'osent plus. Vous avez posé tout à l'heure la question, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux y aller? Et la difficulté, c'est une question de dosage. Si vous ne dites pas, l'autre, il ne le sait pas. Nous partons du principe que c'est tellement clair pour moi. Mais si vous ne le nommez pas, il ne va pas pouvoir le comprendre. Après, il y a l'art et la manière. Vous avez posé la question, ce n'est pas sur le fond que j'ai un problème, c'est sur la forme. Et la forme, effectivement, a beaucoup à voir avec la motivation et ce que vous renvoyez. Si je m'adresse à vous comme ça, ou si je m'adresse à vous comme ça a un impact très différent. On en parlera dans un instant par rapport à la motivation. Donc la forme, pas que en marketing, mais aussi dans les relations, a un impact très important. Et tout ce que vous faites, les mots peuvent être des fenêtres ou peuvent être des murs. Marshall Rosenberg qui a développé la communication non violente. C'est un très beau livre, facile à lire. Il dépend, le mot que je choisis ont des impacts très particuliers. Moi, j'ai pu en développer une sensibilité parce que c'est mon langue étrangère, le français. Donc, je suis natif allemand et je fais aussi en anglais. Et les mots sont tellement différents. Et chaque fois que je dis quelque chose, je regarde dans les yeux de l'autre et je vois qu'il ne comprend pas. Mais oui, avec le langage, là, on le voit vite quand il ne comprend pas. Mais quand on parle la même langue, en théorie, on devrait se mieux comprendre, mais ce n'est pas si simple. Donc, faites beaucoup attention aux mots. Faites beaucoup attention à la façon comment vous le dites. Si vous le dites avec le smile, vous le dites avec votre corps. Quand je suis devant vous et je vous dis « Je suis très content d'être là aujourd'hui.
Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je vous dis 3 fois la même chose. Il y a 3 messages très différents qui passent. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Le cadrage, il y a la théorie et il y a la pratique. Je vous invite à mettre en pratique un cadrage bienveillant, avec une main tendue, qui est exigeante, mais qui est bienveillante. On arrive sur le chapitre 2, le point que je vais aborder dans un instant. C'est la motivation. C'est l'énergie de votre volcan que vous devez mettre comme huile dans les rouages et pas dans le feu. On a tous des histoires, on a tous des contextes, on a tous des expériences. Je ne connais pas une entreprise qui est une page vierge. Et même si elle s'est créée, elle a l'histoire de ceux qui l'a créée et ceux qui le composent, et le marché, et le client, et le fournisseur, et ce qui va avec. Donc vous avez un intérêt de faire avec. Sauf que ce qui est histoire, c'est le passé. Et ce qui est passé, c'est fini. Et on ne revient pas dessus. On peut en faire le deuil, on peut en être triste, on peut avoir des regrets, mais ça ne reviendra pas. L'avenir est incertain. On peut faire des hypothèses, on peut faire des suppositions. Quoique, ça se passe comme ça, peut-être, peut-être pas. Ici, ça se passera différemment. Et si vous regardez à quel point les choses passent justement différemment de ce qu'on a imaginé, parce qu'on a tellement envie que ça se passe comme nous, on le voudra. Donc c'est là où il y a la souplesse et l'agilité, ce fameux mot qu'on attend de nous tous, d'être ultra agile dans tout ce qu'on fait, qui va nous permettre de changer des choses. Je travaille avec les dockers, je travaille avec des gens de SAV, je travaille avec du BTP, et j'ai vu des gens très durs et très ancrés dans leur histoire. Et je peux vous assurer que même sur des métiers très anciens, très ancrés avec des grandes histoires, le roue tourne et les gens sont conscients qu'il y a du changement. Et ceux qui n'avancent pas reculent. Et si vous arrivez à leur donner envie, et là on arrivera sur la motivation, de voir empâter ce changement à tout petit pas pour qu'eux, ils trouvent aussi leur compte. S'ils trouvent que du contraint, dans cela, c'est moins évident. Mais s'ils trouvent leur compte par rapport à ça, effectivement, vous pouvez faire bouger les choses. Donc la motivation, si je vous pose la question, c'est quoi? La motivation a quelque chose à voir avec l'émotion. Autant que là, je suis sur quelque chose plutôt carré, un cadre. Hein. Là, on est sur quelque chose plutôt chaud bouillant. On est sur quelque chose qui va nous toucher aux tripes, c'est quelque chose qui nous anime, qui va nous faire bouger. Et donc, quand on est sur des choses qui sont chauds, bouillants, effectivement, la complexité s'ajoute encore plus parce que vous savez bien que quand vous êtes dans un état émotionnel, vous êtes en neurologique, plutôt en ce qu'on appelle votre cerveau limbique. Vous êtes géré par votre émotion et par votre mémoire qui fait des connexions par rapport à ce que vous avez vécu et vous êtes un peu téléguidé. Neuronalement, vous n'accédez pas à votre cortex, vous ne savez pas bien réfléchir. Quand vous avez peur, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, et même quand vous êtes joyeux, du style quand vous êtes amoureux, vous n'êtes pas très normal. D'accord. Donc du coup, quand vous êtes dans un état émotionnel, il faut faire beaucoup d'attention parce qu'on est sur des choses qui peuvent vite dégénérer. Et tous ceux qui ont fait du management, vous avez vu ce qui se passe quand les collaborateurs s'emballent, et vous avec, ou que ce soit un client ou un fournisseur ou même une collègue. Donc la motivation a quelque chose à voir avec l'individu et avec ce qui se passe, quand je parle intrinsèque, en moi. Si moi je veux vous motiver, je peux me mettre sur mes pattes ailleurs et faire ce que je veux. C'est pas moi qui peux vous motiver. C'est en vous, c'est intrinsèque. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'individu en soi. Donc, il est très, très difficile de motiver des collaborateurs comme mon book pour dire, Francisca, j'aimerais bien faire un séminaire de motivation. Ben, je suis quand même un peu embêtée parce que ce n'est pas moi qui va motiver. On va voir en quoi on peut mettre des choses en place qui motivent ceux qui sont dans votre système. Donc, il y avait, avant Trump, quelqu'un qui a utilisé ça en passant de « yes, we can ». Quand j'enlève du « can't », je ne peux pas, le « ne peux pas », je peux, « I can ». Dans ce moment-là, les choses deviennent différemment. Et la motivation, comme mon volcan, comme l'énergie, c'est le levier, le carburant qui vous permet de conduire le changement. Et si vous avez donc la possibilité, regardez, il a pété hier, d'accord? Ce volcan-là, c'est l'énergie qui est absolument exorbitant, présent, mais qu'il faut canaliser. Si vous ne canalisez pas cette énergie, effectivement, ça peut vite faire mal. Et pourtant, ça peut être très beau. Donc, ceux qui sont penchés sur la motivation, et vous en avez mis plein d'éléments qui correspondent complètement à ça, moi, j'ai découvert une
thèse, une approche qui m'a bien aidée dans ma façon d'aborder le sujet avec des collaborateurs, qui se base sur les idées de Maslow. Donc, vous en avez dû entendre, dans les années 50, Maslow a créé une pyramide de motivation. On part d'un principe qu'il y a des choses qui s'imbriquent un sur l'autre et qui sont nécessaires pour accéder à la réalisation de soi, avec des choses assez banales au début et à fur et à mesure plus complexes. Donc, sur cette base-là, aujourd'hui, on est revenu sur certaines choses et on a retenu 4 éléments sur lesquels je vous propose de réfléchir. Donc, la motivation, la première chose que l'humain recherche, qui le motive, pourrait être quoi? Si vous vous inspirez pour Maslow, si vous le connaissez. C'est se nourrir. Quoi encore? Avant manger, qu'est-ce qu'il vous faut? Respirer, oui. Après respirer? Non, ça c'est après. Alors, tant que vous n'avez pas respiré et tant que vous n'avez pas dormi, vous n'allez pas vous reproduire. Donc, l'histoire de dormir est très importante. Vous ne tenez pas plus que 2-3 jours sans dormir. Vous tenez 3 jours sans boire. Vous tenez 30 jours sans manger. Donc, la première chose que l'homme recherche, la première motivation, c'est la sécurité. Donc, il y a Homer qui revient. Donc, l'idée est d'assurer la sécurité. Vous ramenez ça à vos collaborateurs. Tant que vous ne pouvez pas leur donner une vision qu'ils comprennent, tant que vous ne pouvez pas les rassurer que la fin du mois, le salaire va tomber, tant qu'ils sont en situation précaire, en intérimaire, quand vous n'avez pas des CDI, quand vous n'avez pas de perspectives, quand vous-même vous êtes flip parce que le marché est difficile, parce que vous devez faire des externalisations, parce que vous devez réduire les effectifs, parce que vous cherchez des marchés et que vous n'obtenez pas, mais effectivement, la motivation de vos collaborateurs va être difficile à assurer. Je ne dis pas que c'est la première et je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des composants et dépendant de votre maturité et celle de vos collaborateurs, c'est quelque chose qui est essentiel. Maslow l'avait mis en base. Aujourd'hui, on est parti de là. Depuis que nous avons des gens qui font des attentats et qui sont capables de donner leur propre vie pour leur réalisation de soi, la sécurité n'est plus une donne obligatoire. Je ne dis pas que c'est normal, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de jeter leur vie pour réaliser soi. Et donc, la sécurité est un élément important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Ça va pour la sécurité? Qu'est-ce que vous semble être le deuxième? Qu'est-ce qu'on pourra avoir après la sécurité? Alors, la sécurité, je vous mets la croix rouge, hein, comme ça on est clair qu'on est en sécurité. Ici, on est sur l'amour. C'est la participation. La participation dans la famille des Simpsons, c'est effectivement fait partie de la tribu. Avoir une famille, avoir une corporate identity, de se retrouver, de pouvoir s'identifier en clan quand on travaille justement sur cette corporate identity en entreprise, avoir quelque chose qui les réunit, dans lequel ils peuvent croire, où ils font partie d'eux. Si vous arrivez dans votre entreprise à introduire cette notion-là, ils vont être capables de mouiller leur chemise pour rentrer dans votre train ou dans votre bateau, pour ramer ensemble dans le même sens. Si on ne crée pas ça, effectivement, l'individu qui ne fait pas partie de quelque chose, qui se sent exclu, la motivation est très basse. Sans être dans la participation, si vous ne faites pas partie de quelque chose, psychologiquement, c'est très pénalisant. La pire des choses que vous pouvez faire à un homme, c'est le mettre en prison isolatoire. Et des enfants qui ne sont pas aimés quand ils sont petits, ils meurent, qui sont complètement isolés. Donc l'isolation est très grave pour l'individu. Et donc être dans quelque chose qui est participatif est important. En troisième, qu'est-ce qui vient encore? On a 4. L'estime de soi, ça vient à quoi? La reconnaissance. La reconnaissance de quoi? De mon être. Donc là, on est sur la différence. Donc c'est mon être. Je veux exister tel que je suis, moi. Et de préférence différencier avec les autres. Dans la famille Simpson, Marge, elle a bien les cheveux bleus. D'accord. Elle rêve même de changer de coiffure. Ok, ils sont tous jeunes, voire sont. Donc, avoir de la différenciation pour l'humain est quelque chose qui est extrêmement important pour être reconnu pour ce qu'il est, pour avoir la possibilité de se réaliser soi. Et quand je vous dis que ce n'est pas obligatoire, mais possible, c'est qu'il y a des gens qui ont plus ou moins ce besoin. Et c'est à vous d'identifier
qui sont ceux qui ont besoin de se différencier et qui veulent être différents. Si vous avez des ados, vous voyez très clairement à quel point c'est nécessaire pour eux de se différencier de vous et d'être en contradiction avec vous. N'est-ce pas? Après, ça pèse. Mais si je ne peux pas me différencier, il y a d'autres qui sont plus mainstream et qui sont plutôt heureux d'être dans ce qui est adapté par tout le monde parce qu'il se définit plus sur la participation. Mais la différenciation et de pouvoir exister comme être est quelque chose sur le quoi vous pouvez jouer. L'idée, c'est de vous donner des idées. L'idée, c'est de vous donner des idées. Lettres. Non, c'est lettres, comme ça. Voilà. On a un quatrième. Quel pourrait être le dernier? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous permet de vous accomplir personnellement? À quel moment on est reconnu? À quel moment on est récompensé? La construction. On est sur la création. Donc, le summum de la réalisation de soi, c'est effectivement de sortir des chemins battus et de réinventer. Alors, vous m'avez fait le Beagle sans trou, d'accord? Donc, une nouvelle création. De sortir des chemins battus. Emma s'en a dit, n'allez pas là où le chemin peut vous mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et ça nécessite le courage. Et ça, ce n'est pas facile de tout et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne vous dis pas que tout le monde a ces leviers, mais tout le monde a au moins un de ces leviers. Donc, ici, on est sur le chemin qui mène vers quelque chose de nouveau. Et donc là, on est sur la création pour laisser donc quelque part une trace et de faire quelque chose de différent de ce qui se faisait avant. Ces trois leviers sont des choses sur lesquelles vous pouvez jouer avec vos collaborateurs et vous avez probablement un intérêt, quand vous êtes sur la forme, comment je vais les transmettre. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est tout nouveau, qui vient de finir ses études, il vient d'intégrer, il est en CDD, il est en peur de son avenir, vous allez l'approcher avec quelque chose de rassurant pour lui faire passer le message parce que c'est ça son levier de motivation qui va probablement plus développer que de la grande réalisation de soi parce qu'il n'est pas encore assez appuyé. Pour quelqu'un qui a une grande autonomie avec laquelle vous êtes là depuis longtemps et qui a une capacité pour faire ce que vous pouvez imaginer de nouveau, vous pouvez l'aborder avec des approches très différentes. Votre cadre sera donc votre monde dans lequel vous évoluez. Et dans ce monde, vous avez des enjeux d'entreprise, justement pour la conduire par rapport aux objectifs que vous avez fixés, en gardant tout le monde dans le bateau pour qu'il vienne avec vous. Donc vous avez dans ce monde un enjeu dans lequel vous avez une influence directe. Direct, ce sera ce qui sera à l'intérieur. Là, vous pouvez influer et vous avez la main. Sur les changements de monde de travail, vous en avez très peu. Sur les douanes entre la Chine et les États-Unis, vous avez très peu. Sur la pluie qui tombe de la cour Patel, aussi. Donc, on a une influence directe, on a une zone d'influence indirecte, donc le deuxième cercle, où là, vous pouvez agir. Ce que vous faites ici va faire halo ici. Donc là, vous pouvez y aller. Et effectivement, comme Didier qui aurait voulu venir aujourd'hui pour être avec nous, il y a la zone de mauvais temps où effectivement, votre enjeu, il a probablement une ampleur qui est bien plus grande parce que c'est ça la taille de votre enjeu. Et cet enjeu, il a la complexité d'avoir une zone sur laquelle vous n'avez aucune influence. Inch'Allah, ça se passe ou ça ne se passe pas. Et on va le subir. La question, c'est comment on peut le subir. Donc, il est intéressant, et ça c'est un peu l'approche bouddhique, de mettre son énergie là où elle peut être utile. C'est aussi Sénèque, c'est les stoïciens, d'avoir une capacité d'influer là où je peux faire une différence et d'arrêter de me prendre le chou sur les trucs sur lesquels je n'ai pas d'influence. Moi, ça fait 25 ans que je travaille à La Réunion. Ça fait 2 ans que je travaille 3 semaines à La Réunion, 1 semaine en Europe. Ce n'est pas qu'en Europe comme ça, c'est à La Réunion, c'est dans le monde entier qu'on est là en train de pleurer en disant c'est comme si, c'est comme ça. Vous n'allez pas le changer. Le comme si, c'est comme ça. Nous sommes un île, nous avons du chômage, nous sommes une RUP, les subventions, les machins, les 50% de commandes publiques. Là-dessus, individuellement, vous avez très peu d'influence, même en entreprise. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez influer. Et donc, l'idée, c'est d'identifier la zone dans laquelle vous pouvez agir directement ou indirectement sur les leviers de motivation qui sont effectivement la sécurité, la participation de différenciation et la création pour utiliser ça comme levier. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Et pour conclure mes propos par rapport à ça, moi, j'ai 3 garçons. Donc, j'essaie de les cadrer. Réussi, vous voyez, ils sont tous les 3 sur les images.
Ils étaient très motivés pour le faire, ça durait 3 secondes. Et en finalité, ça finit plutôt comme ça. Donc, même si j'ai toute la théorie du cadrage et de la motivation, ça devient encore plus complexe quand on est en face des choses un peu émotives ou des caractères forts que vous avez aussi dans vos entreprises. Ne confondez pas vos collaborateurs avec vos enfants, ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a quand même des parallèles éventuellement à trouver. On arrive au bout de ce que je voulais vous partager. C'est un enjeu. Donc, moi, je vous propose un jeu. Donc, ça se joue avec un mot que j'ai appris hier, ludifier. Au lieu de fluidifier, ludifier. Dans la gamification, qui est donc très à la mode aujourd'hui, pour dire qu'on peut faire des process chiants en jouant, en s'amusant, en les gamifiant, pour ludifier les choses et d'aller avoir quelque chose qui est plus motivant que, effectivement, la pure structure. Donc, un jeu d'équilibre, performance, oui, justesse, très important. La structure, c'est le cadrage. L'humain, c'est la motivation. Il y a la structure qui passe avant l'humain. Pendant longtemps, sur les dernières années d'ailleurs, il y a beaucoup de psychologie qui est rentrée dans l'entreprise, la psychologie positive, il faut qu'on soit tous bienveillants, le harcèlement, la bienveillance, il faut tous prendre en considération. Il y a une importance de l'humain qui était très mise en avant, et je souscris complètement à ça. Mais l'humain sans structure, ça va être compliqué. Moi, ma suggestion, c'est de faire cohabiter autant des abeilles que des guêpes. Là aussi, c'est encore dans mon jardin, sur un palmier qui est pour l'illustration de la complexité de l'univers, pour ménager le chèvre et le chou, et donc danser entre cadrage pour donner la structure et quelque chose que vous pouvez définir. Là, vous avez une influence directe et indirecte pour créer la motivation nécessaire pour que les gens aient envie de rentrer dans ce cadre-là, pour ramer avec vous ensemble pour avancer dans le bon sens. On arrive au bout de la conférence, le 18h28, et je suis là pour répondre à vos questions. Il y a des approches plus, quand vous parlez des pays nordiques anglo-saxons, des approches plus latines. Il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a les pays développés, les pays émergents. Moi je fais beaucoup de coaching interculturel et ma conclusion c'est qu'il n'y en a pas un endroit qui est précurseur qu'un autre. Ça dépend beaucoup des individus. C'est vrai qu'en Norvège, en Suède, en Finlande, on a une approche qui est très différente, mais sociétalement, la structure est très différente. Entre les Allemands, les Anglais et les Américains, on fonctionne très différent. Les pays latins, la France, l'Espagne, l'Italie, il y a des très belles choses qui se passent. Donc je ne dirais pas qu'il y a un qu'un avantage sur l'autre. Moi, j'ai envie d'interpeller chacun quelle est votre pierre à l'édifice à apporter pour que vous soyez un petit peu plus ouvert là-dessus. C'est pour moi une question d'ouverture, de curiosité et de courage pour s'exposer à des choses qui ne sont pas habituelles. Et quand on parlait tout à l'heure de la conduite de changement, est difficile parce que on est tellement rassuré quand ça se passe comme on sait que ça se passe toujours. Et l'humain est fait par son expérience que votre ADN s'est porté jusqu'à ici parce que vous avez survécu, parce que vous avez pu vous adapter et vous étiez en vigilance. Vous êtes programmé d'être alerte en voyant le mauvais partout. C'est comme ça que ça se passe. Donc pour passer de la vigilance extrême, du pessimisme à quelque chose de neutre, pour laisser la chance à oui, peut-être ou pas, est déjà un effort. Maintenant, pour positiver, pour être dans la construction, pour sortir, think out of the box, comme c'est si moderne maintenant, ben, il faut vraiment faire un vrai travail et d'être appuyé et sûr. Donc ça revient sur, moi j'utilise souvent l'image de manager spaghetti. Un spaghetti al dente, c'est un backbone. Donc si la spaghetti elle est crue et vous prenez de deux bouts, vous appuyez dessus, elle explose en 1000 morceaux. Donc c'est beaucoup trop rigide, ça ne va pas le faire. Si vous bouillez votre spaghetti, ça va finir en mou de genou et ça ne va pas le faire non plus. Donc le manager al dente, c'est ce qui a l'agilité, comme le roseau de Fontaine, hein, comparé à la chêne, c'est l'autre. Hein. La chêne, avec le vent, c'est des racines. Elle est solide, mais elle ne tient pas. Le roseau, il se plie, il se redresse. Et ce qui est demandé aujourd'hui, que ce soit dans le marché du travail, mais dans notre monde, c'est cette capacité d'adaptation sans se perdre. Si je suis trop agile, si je suis trop souple, si je suis trop flex, mais je n'existe plus. C'est comme si vous rentrez en relation, pour vous et moi, on fait 3. Il faut que je m'ouvre un petit peu et vous vous ouvrez un petit peu pour qu'on puisse se rencontrer. Si je reste fermée et vous restez fermé, ça ne marche pas. Si maintenant je me jette dans vos bras et vous me jetez dans le mien, peut-être je vais adorer, mais nous n'allons plus exister et on va être dessous dans la relation. Donc il y a un juste milieu entre les deux à trouver. Il y a Schopenhauer qui écrit une très jolie fable sur les porcupines.
qui se chauffaient, à l'époque typique, le tong américain, à moins 20, pour se rassembler pour se chauffer. Mais comme c'était des piquants, ils se piquaient quand ils se chauffaient. Donc il fallait s'éloigner jusqu'à trouver la juste distance entre se chauffer sans se piquer. Et on appelait ça les bonnes manières. Donc dans notre mode de fonctionnement de management, peut-être il y a une juste distance, un juste équilibre, d'où l'histoire de jeu d'équilibre, à trouver entre combien de convictions, combien de cadres, combien de structures, combien de rigidité et combien de flex là-dedans. C'est un peu le rêve. Oui. Martin Luther King, ça fait 50 ans, il était en train de rêver, I had a dream. Oui, effectivement, ça peut être un des rêves dans la limite du système. Je vous mets cette image-là, que j'utilise souvent, où là, on était sur le pouvoir sur les gens. Et le pouvoir sur, c'est, moi, je l'illustre un peu comme Dark Vader, dans les ténèbres, donc un grand méchant qui impose. Et donc là, on appuie, on manipule et on est un peu comme dans le management il y a 100 ans où on coupait la tâche et on contrôlait et on fliquait pour l'optimisation simplement des résultats. C'est aujourd'hui plus possible parce que l'organisation veut le rôle de pure structure. Mais la ressource humaine devenue rare, fragile, protégée, vous ne pouvez pas l'explorer de cette façon. L'idée que je vous ai proposée dans le pouvoir pour et l'inverse. Vous me dites, au lieu, pour le lien avec le plaisir, c'est ici, on est sur il faut. Et ce que moi, je mets en œuvre dans les entreprises et qui n'est pas forcément évident à entendre tout de suite, mais qui marche vraiment, parce que ça fait 5 ans que j'ai envie, c'est de dire, j'ai envie. Envie, voilà. Et ça change tout, parce qu'au moment, c'est pas parce qu'il faut que je fasse les choses, parce que j'ai envie de le faire. La notion de plaisir, c'est le carburant, c'est l'énergie que le collaborateur va y mettre, dans la limite du système. Aujourd'hui, le recrutement, moi, je fais du recrutement sur des postes à responsabilité. On est loin de faire une description de poste et chercher la personne qui correspond au poste. On cherche des talents, on prend des personnalités qui ont des hauts niveaux de compétences sur plein de sujets et on regarde comment on les intègre dans l'entreprise sur un meilleur endroit pour que ça soit utile pour la structure. Donc il y a des choses qui bougent beaucoup sur les RH là-dessus. Mais on est au début de l'histoire. Quand moi je lançais il y a 6 ans maintenant Acte-toi, les gens m'ont tous regardé en disant « mais tu es sur une planète, ça ne marchera jamais ». Je vous confirme qu'après 5 ans, on est nombreux d'être sur ce trip-là. Donc oui, la notion de plaisir, vous allez toucher l'histoire du cœur, vous allez dégager une énergie que vous ne pouvez jamais aborder en tapant dessus. Après, dans le cadre et dans le contexte. Et quand le cadre, il est par l'environnement défini, en grande restriction budgétaire, en grande difficulté des marchés, il faut avoir la capacité de sortir du chemin battu pour réinventer le monde. Je travaille avec des transporteurs qui ont été dans des difficultés par rapport au métier. Effectivement, et à un moment donné, il faut se questionner sur le métier. Je travaille avec Air Austral, on s'est questionné sur le métier. J'ai des clients qui sont vraiment là pour revisiter les choses dans le médical. Je fais travailler des médecins et des codiers ensemble. Je fais travailler des gens qui n'ont pas forcément des liens en direct, mais ils sont obligés de s'entendre. Et les solutions passent par la prise en compte de l'humain, en les respectant, mais en montrant aussi les limites. On n'est pas dans le monde de bisounours, on n'est pas là pour s'embrasser tous les jours sur la bouche. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est fournir les chiffres avec les hommes. Mais bien sûr, alors il y a quelqu'un, Philippe Rosins, qui enseigne justement le coaching interculturel entre Prague et Tokyo. Et lui, il dit la phrase « Enabling high performance together with high fulfillment », réaliser des hautes performances ensemble avec un vrai épanouissement. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas faire le grand raid en pied levé, il faut vous entraîner, il faut vous reposer, et vous n'allez pas faire ça tous les jours. Donc il faut un équilibre pour réaliser ces hautes performances. Et en entreprise, c'est un peu ça. Merci d'avoir été là.